Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Énormément d'actualités cette semaine-ci parce qu'évidemment il y a eu le Computex mais il y a eu aussi beaucoup d'annonces à côté du Computex, notamment certaines entreprises qui ne préfèrent pas aller au Computex et faire leur propre événement. Apple. On a la date de précommande de GTA 6, on a le gouvernement du Royaume-Uni qui va interdire les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Google qui continue ses efforts pour tuer AdBlock, tout en améliorant YouTube ou pas vraiment, vous allez le voir. GoPro qui va peut-être faire faillite. Windows qui continue d'être amélioré, donc ça c'est plutôt cool. Des news au niveau Apple, comme j'avais dit. Nous avons Dell qui fait enfin un ordinateur portable pas cher ou pas vraiment, vous allez le voir. Intel et AMD qui font du recyclage, mais vraiment du recyclage, vous allez le voir. Et nous avons aussi Valve qui va bientôt sortir la Steam Machine, peut-être pour cet été en réalité. La Switch 2 qui va être améliorée en Europe. Des news au niveau carte graphique en tout genre. Et le water cooling de chez Noctua qui est enfin sorti et qui est apparemment très performant. Donc sans plus tarder, je vous propose d'aller directement dans les news. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Et je rappelle évidemment que ce Texama Show est disponible sous forme de podcast. Donc si vous voulez juste écouter l'audio, eh bien vous pouvez l'écouter sur Spotify et toutes les autres plateformes de podcast populaires. Cherchez juste Texama Show et normalement vous devriez le trouver. Donc la première grosse news de la semaine très rapide, c'est le fait que GTA 6 va ouvrir leur précommande le 25 juin. Évidemment le jeu ne sort pas avant la fin d'année et seulement sur console. La version PC va attendre et ça c'est très dommage selon moi parce que je suis joueur PC. Mais bon, dans tous les cas, comme d'habitude, selon moi, je recommande de toujours pas précommander un jeu, même si vous attendez ce jeu depuis des années, et c'est littéralement le cas de GTA 6, vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Peut-être que GTA 6 va être un très mauvais jeu, on ne sait pas. C'est fort probable que le jeu va être orienté très multi, vu que c'est ce qui fait le maximum d'argent à Rockstar. Donc j'ai un petit peu peur pour le solo, personnellement. J'ai toujours aimé le solo et l'histoire des GTA, notamment GTA 4 que j'ai particulièrement apprécié parce qu'il avait une histoire assez complexe et assez dark. GTA 5, j'ai pas été un très grand fan de l'histoire personnellement, donc j'espère que ça va être mieux avec GTA 6, mais je pense que oui, le focus va être améliorer le jeu pour le multi, parce qu'après le multi, ça leur fait un maximum d'argent. Donc ouais, quoi qu'il arrive, voilà, si vous voulez précommander, il faut vous faire ce que vous voulez, mais personnellement, je ne recommanderais pas forcément de précommander. Ensuite, nous avons le Royaume-Uni qui va bannir les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Alors, au premier abord, selon moi, je pense que pour beaucoup de gens, ça va être une bonne news. Vous êtes en mode, oui, il y a beaucoup de gens en dessous de 16 ans qui ne devraient pas être sur les réseaux sociaux. Et on parle de vrais réseaux sociaux. Ça veut dire qu'ils pourront toujours avoir un compte Steam, ce genre de choses. Là, on parle vraiment de juste, par exemple, Twitter, Instagram, ce genre de choses. Et puis, évidemment, si un parent décide que leur enfant peuvent toujours utiliser les réseaux sociaux, il pourrait quand même bricoler quelque chose ou juste leur laisser utiliser leur compte. Mais dans tous les cas, beaucoup de gens vont voir ça comme une bonne news. Mais évidemment, il y a un petit truc caché derrière. Le truc, c'est que vous pouvez être très cynique et je pense que selon moi, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle ils le font, c'est que pour vérifier que les gens ont bien plus de 16 ans, ils vont leur demander de vérifier leur identité via, par exemple, leur carte d'identité. Mais ça veut dire que tout le monde va devoir vérifier son identité, même les gens qui ont clairement au-dessus de 16 ans. Et donc, ça veut dire que derrière, ils pourraient juste dire: oh ben, ce gars-là qui a pour nom de compte, je sais pas moi, @xx darklololxx sur Twitter, ben je sais que c'est Jon Snow, par exemple. Je suis totalement en train d'inventer. Et du coup, ben, ils savent littéralement dire que, ben oui, ce compte d'un réseau social est associé à cette personne en particulier. Parce que ben, ils ont vérifié son identité. Évidemment, ils vont dire que non, on utilise juste la carte d'identité pour voir l'âge. Après ça, on supprime les données. Mais je vous rappelle que c'était justement au Royaume-Uni que c'était déjà arrivé, que notamment c'était pour Discord. L'entreprise qui était censée vérifier les cartes d'identité pour Discord, pour pouvoir avoir accès à Discord, parce qu'ils avaient mis ça en place au Royaume-Uni, avait eu des fuites de données. Les données n'étaient pas du tout sécurisées et on s'est rendu compte qu'en fait, ils gardaient les données, notamment de carte d'identité des gens et tout ça. Donc, en gros, on peut pas leur faire confiance. On va être très honnête, c'est impossible de leur faire confiance. Beaucoup de gens vont me dire dans les commentaires: oui, mais Aurélien, c'est juste au Royaume-Uni. Mais le truc, c'est que quand vous avez un pays qui fait ça, un assez gros pays, des fois, ça donne des mauvaises idées aux autres pays à côté. Et ça pourrait donner des mauvaises idées au reste de l'Europe. Et c'est ça que, personnellement, je n'aime pas trop. Oui, garder certaines personnes en dessous de 16 ans hors des réseaux sociaux peut être une bonne chose, honnêtement. Des fois, surtout quand on voit ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais à côté de ça, si on doit sacrifier la liberté de littéralement l'entièreté du reste de la population, je ne suis pas totalement convaincu. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire
un meilleur système que ça. Ensuite, nous avons Google qui continue sa bataille contre les bloqueurs de pub à travers Chrome. C'est quelque chose qui évidemment existe depuis très longtemps. On sait très bien que Google n'aime pas du tout les bloqueurs de pub et qui font tout en sorte pour pouvoir justement les bloquer, ce qui est un peu ironique quand on y pense. Le bloqueur est bloqué. Et du coup, je vous rappelle que voilà, pas mal de mois en réalité, même littéralement des années, Google avait introduit sur Chrome un nouveau système d'extension qui est le système d'extension MV3. Et c'est-à-dire que les extensions MV2 sur lesquelles étaient basés la plupart des bloqueurs de pub allaient perdre accès à certaines fonctionnalités qui rend le fait de bloquer les pubs plus facile. Donc littéralement, ils ont créé un nouveau système d'extension qui permettait de nerfer les bloqueurs de pub. Et du coup, maintenant, ça commence à être officiel. Les derniers vraiment bouts restants de support des extensions MV2 sont en train d'être enlevés de Chromium et donc ce sera enlevé aussi de Chrome et tous les nos autres navigateurs qui utilisent justement Chrome comme base. Donc ça inclut Edge, ça inclut aussi Brave techniquement, mais Brave rajoute leur truc par-dessus derrière et ils bloquent les pubs. Et ça inclut aussi Opera et d'autres navigateurs qui utiliseraient justement comme base, encore une fois, Chromium. À part s'ils décident eux-mêmes de rajouter évidemment un bloqueur de pub, comme le fait Brave. Ce n'est pas une pub pour Brave, je tiens à le préciser. Alors bien sûr, il existe des bloqueurs de pub qui fonctionnent avec MV3, mais ils ne sont pas aussi efficaces. Et bien évidemment, comme d'habitude, c'est un peu un jeu de chat et de la souris parce que Chrome va changer quelque chose pour empêcher les bloqueurs de pub, puis les bloqueurs de pub vont trouver une manière quand même de bloquer les pubs. Donc selon moi, certainement, ça va continuer comme ça. Et même si on en arrive à un point où on peut réellement ne plus avoir de bloqueurs de pub, ce qui serait selon moi assez problématique, parce que même si, je le dis, hein, les bloqueurs de pub me font perdre des revenus. Mais selon moi, les gens devraient avoir le droit d'utiliser un bloqueur de pub parce que, premièrement, les bloqueurs de pub permettent de sécuriser vraiment les navigateurs et les PC des gens. Bloquer les pubs permet de bloquer des pubs qui, des fois, ont littéralement des virus à l'intérieur. Donc, c'est pas juste pour le confort ou autre chose, c'est littéralement un système de sécurité. Et Google peut argumenter qu'ils ont un système de sécurité intégré, tout ça. Non. Les bloqueurs de pub font un bien meilleur travail que fait Google. Et Google n'en a rien à faire du fait qu'il y a des virus dans les pubs parce qu'ils se font de l'argent derrière. Et déjà, ça, c'est un premier argument massif. Et puis, les gens ont le droit, selon moi, de bloquer les pubs parce que les pubs deviennent abusées sur notamment YouTube et d'autres plateformes. Donc, ils devraient avoir le droit d'utiliser un bloqueur de pub. Google va évidemment dire qu'ils ont une solution. Vous avez juste à prendre YouTube Premium et tout ça. Mais voilà, les gens devraient avoir tout simplement le choix de bloquer les pubs, selon moi. Surtout que ça utilise leur bande passante et tout ça. Et selon moi, vous devriez avoir le droit de dire: ah ben non, je veux pas que tu utilises ma bande passante. Il y aura toujours aussi des solutions comme le Pi-hole. Donc, vous utilisez un Raspberry Pi pour bloquer les pubs. Donc, il redirige tout le trafic et tout ça. Et puis, l'autre solution, c'est d'utiliser tout simplement un autre navigateur. Mais je pense qu'en faisant ça, Google est un petit peu en train de casser leur marché en quelque sorte. Les gens vont regarder ça et se dire: oh, Chrome est de plus en plus mauvais, il est de plus en plus lourd, je peux même plus bloquer les pubs, je vais aller sur un autre navigateur en fait. Et donc ça m'étonnerait pas que ça incite des gens à passer sur des navigateurs comme Firefox ou Brave, même si Firefox a un petit peu du mal malheureusement ces derniers temps. J'aime bien Firefox, mais voilà, le navigateur des fois reste un peu lourd. Et le problème, c'est aussi Google notamment qui fait en sorte que l'expérience sur YouTube, sur Firefox, est moins bonne. Ils le font vraiment exprès. J'ai déjà pu le voir de mes propres yeux. Des vidéos qui ont du mal à charger sur Firefox et qui chargent parfaitement sur Chrome comme par hasard. C'est un petit peu les mêmes techniques qu'ils utilisent pour empêcher les gens qui ont un bloqueur de pub de regarder des vidéos correctement. Donc bref, dans tous les cas, une chose est sûre, cette petite bataille va continuer. Et si vous voulez vraiment un bloqueur de pub, encore une fois, passez sur un autre navigateur, Firefox, vous avez Brave, vous avez certainement d'autres navigateurs que je ne connais même pas qui permettent toujours de le faire. Mais tenez compte que les autres navigateurs basés sur Chromium, s'ils décident de ne pas rajouter un bloqueur de pub eux-mêmes, vont avoir les mêmes changements. Et du coup, les extensions qui permettaient de bloquer les pubs vont aussi se faire bloquer. Et ça inclut Edge, comme j'ai dit, ou Opera. Et maintenant, c'est l'heure des deals de la semaine. On a quelques deals, notamment au niveau graphique, carte mère et quelques chargeurs de chez Ugreen qui sont sûrement assez intéressants au niveau prix. Mais après, oui, il n'y a pas énormément de deals ces derniers temps. J'ai cherché beaucoup. Mais voilà, au moins les deals que j'ai trouvés sont sur moi très intéressants. Et du coup, sans plus tarder, commençons. On a d'abord une graphique, une RTX 5070 à 550 € sur le site allemand d'Amazon. C'est en réalité, alors, on a eu des meilleurs prix par le passé, mais vu la situation actuelle, voilà, c'est un assez bon prix et c'est toujours moins cher que toutes les 5070 que vous pouvez trouver en France. Il faut juste la faire venir d'Allemagne, mais c'est 6,32 € de livraison depuis l'Allemagne vers la France.
je pense que c'est tout à fait raisonnable parce que même avec ces 6,32 € de livraison, ça reste toujours un meilleur deal, comme j'ai dit, que tout ce que vous pouvez acheter en France. Il y avait d'autres 5070, il y avait même une RX 9070 qui était en promotion sur Amazon Allemagne, mais il y a plus de stock. Et d'ailleurs, ça, c'est la dernière apparemment, donc je sais même pas si elle sera toujours en stock quand je fais cette vidéo. Donc, ma foi, si vous achetez la dernière en stock, ben, GG à vous, je suppose. Ensuite, on a de la carte mère sur Amazon FR avec la Asus TUF Gaming B850 Wi-Fi. On a le full support du PCI Express 5.0, donc ça c'est parfait pour supporter notamment les RTX 5000 pleinement. On a tout ce qu'il faut au niveau slot de RAM, même si vous n'allez clairement pas mettre 4 barres de RAM là-dedans. Et puis plein de SSD en veux-tu, en voilà. Donc franchement, des bonnes capacités, on a même le Wi-Fi et tout ça pour 159 €. C'est le meilleur prix pour une carte mère en B850E, très important le E, et parce que ça permet de garantir le support du PCI Express 5.0 comme j'ai dit. Et donc c'est le meilleur prix en France pour une carte mère similaire à 159 €. Donc ça peut être un très bon deal pour ceux qui voudraient justement améliorer leur plateforme. Et derrière, alors il y a un peu de processeur, notamment vous avez le 9700X, c'est le meilleur prix pour un 9700X en France. Il y a peut-être moyen sur certains sites allemands, mais c'est compliqué des fois de commander. Mais c'est le meilleur prix en France pour un 9700X qui reste selon moi un très bon processeur. Même sans le cache X3D, c'est une bonne référence. Et comme vous pouvez voir, c'est le prix le plus bas depuis très longtemps. Il est basiquement à ce prix-là depuis des mois. Et oui, même sur AliExpress, en vrai, il est même moins cher que sur AliExpress, donc ça c'est assez notable. Après, sur AliExpress, des fois, vous pouvez avoir les X3D pour moins cher. Mais voilà, personnellement, je ne suis pas trop confortable de commander un tel processeur sur AliExpress, parce que des fois, vous allez peut-être vous retrouver avec juste une brique. On a aussi un petit peu de refroidissement pour ceux qui voudraient améliorer le refroidissement de leur PC pour 17 €. Un petit 120 mm, très bonne performance, très silencieux. Que demande le peuple? Et après ça, on a quelques deals sur des chargeurs Ugreen, notamment la version 65 watts, la version 100 watts et la version même 200 watts de leur chargeur Nexode. Et du coup, là, c'est les meilleurs prix que vous pouvez trouver sur le marché pour ces chargeurs-là. C'est même moins cher que sur leur site web, ce qui est un peu ironique selon moi. Est-ce que leur site web ne devrait pas être moins cher? Bref, dans tous les cas, 19,89 € pour le 65 watts, c'est un très bon prix pour un chargeur d'une telle qualité. 32,99 € pour la version 100 watts et seulement 59,94 € pour la version 200 watts. Encore une fois, un très bon prix. Selon moi, le plus intéressant, c'est la version 65 watts, clairement. 65 watts, vous couvrez la plupart des smartphones. Vous avez plusieurs ports ici, 2 ports USB type C, un port USB type A. Vous pouvez charger tout ce que vous voulez. Il est très compact et il tient très facilement dans votre sac. Pas très lourd aussi. C'est juste parfait. Et du coup, c'est tout pour les deals de la semaine. Merci à ceux qui utilisent les liens infinis dans la description pour soutenir la chaîne. Ensuite, nous avons YouTube qui continue de rajouter des fonctionnalités qu'ils avaient enlevées par le passé, mais qui remettent maintenant parce que ben, les autres plateformes ont les mêmes fonctionnalités, ils doivent faire la même chose. Et ici, c'est justement la fonctionnalité qui permet de chatter et aussi partager, c'est ça qu'ils aiment bien, partager des vidéos, mais surtout de chatter avec d'autres utilisateurs YouTube à travers, comme vous pouvez voir, un petit icône de chat. Donc un petit peu une fonctionnalité que vous avez déjà sur Instagram notamment, et que YouTube est en mode hey, eux ils l'ont, ben nous aussi on va le rajouter sur notre plateforme, alors qu'on l'avait déjà. Parce que pour ceux qui se souviennent, YouTube avait un système de messages privés par le passé. C'est juste qu'ils l'ont enlevé. Mais je me souviens très bien envoyer des messages privés, notamment à d'autres YouTubeurs. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages privés et avant que j'ai un email de contact, au final, c'est comme ça que les gens me contactaient sur YouTube. Et puis, ils ont enlevé ça. Et puis, ils ont fait Google+, qui était voilà, un échec total. Donc, ouais. Selon moi, c'est une bonne chose, quoi qu'il arrive. Mais c'est juste assez stupide de voir juste YouTube continuer de se tirer des balles dans les pieds. Parce qu'ils avaient littéralement déjà cette fonctionnalité. Le truc, c'est que YouTube, en 2007, était l'un des premiers réseaux sociaux. C'était l'un des premiers réseaux sociaux. Avec Facebook et tout ça, ils étaient en avant de tout le monde. Et ils ont littéralement, comme j'ai dit, tiré des balles dans leurs pieds et détruit ce qui faisait que c'était un réseau social, selon moi. Et maintenant, ils sont en mode, oh, bah, cette fonctionnalité de chat, finalement, c'est plutôt pas mal. Et les autres plateformes l'ont aussi. Et ça marche plutôt bien. Peut-être qu'on devrait la rajouter. Donc, ouais, c'est juste assez ironique quand même. C'est un peu comme YouTube, par le passé, avait le marché des vidéos courtes. Je me souviens d'une époque sur YouTube où les vidéos de moins de 10 minutes étaient ultra populaires parce que YouTube les mettait autant en avant que les autres vidéos. Et comme elles étaient très courtes, ben, le watch time était très bon. Et du coup, elles montaient facilement dans l'algorithme et elles étaient hyper recommandées. Et puis YouTube s'est dit, non, le watch time, c'est important. On veut que les gens regardent des heures et des heures de vidéos. Maintenant, on va empêcher les pubs sur les vidéos de moins de 10 minutes. Donc, on va empêcher d'avoir des pubs au milieu de la vidéo. Il y a toujours des pubs au début et en fin, mais il y a plus de pubs au milieu. Ils ont changé ça pour que ce soit 8 minutes d'ailleurs. Mais du coup, ils sont
ils ont littéralement détruit le marché des vidéos courtes et ils ont poussé les gens vers des plateformes comme Vine. Et après, des années après, ils ont dit: «Oh, les vidéos short, et aussi verticales, c'est très populaire sur TikTok et Instagram. Peut-être qu'on devrait en faire, nous aussi». Donc juste pour vous montrer à quel point des fois YouTube est juste ils ont littéralement quelque chose que personne n'a et puis ils se tirent une balle dans le pied, ils l'enlèvent. Voilà, bref, dans tous les cas, un système de messages va arriver sur YouTube. Ça va arriver dans 18 pays. Alors je sais plus, ils disent pas la liste des pays d'ailleurs, ce qui est un petit peu bizarre, mais ça va arriver. Donc ma foi, plutôt cool. Par contre, ce qui est pas du tout cool, c'est que YouTube est en train de tester. C'est un test, à voir si ça va arriver pour tout le monde, mais ils sont en train de tester. Certains utilisateurs ont vu que le bouton like s'était littéralement transformé en un bouton cœur. Donc, comme les autres plateformes, il me semble que Instagram, oui, c'est le cas, mais je ne sais plus si TikTok, oui, ça doit être le cas. Vous pouvez mettre un petit cœur sur une vidéo pour dire que vous l'aimez bien. Un changement aussi qu'ils avaient fait Twitter, si je me souviens bien. Donc, d'ailleurs, sur Twitter, ça avait été très la polémique quand ils avaient fait ce changement-là. Mais bref, dans tous les cas, YouTube est en train de tester, voir si ça marche. Le truc, c'est que le bouton like et dislike, le bouton dislike est basiquement useless depuis qu'ils l'ont nerfé, depuis qu'ils ont fait qu'on ne peut plus voir le nombre de dislikes. Il existe une extension pour voir le nombre de dislikes. En fait, il utilise les données des gens qui utilisent l'extension pour estimer les dislikes et ça marche plutôt bien en réalité, mais ce n'est évidemment pas parfait. Mais du coup, depuis qu'ils ont enlevé le fait de pouvoir voir les dislikes, le seul bouton qui est vraiment utile, c'est le bouton like. Et un bouton like tout seul, c'est basiquement un bouton cœur. C'est juste un skin au final. C'est le même bouton. Donc, ça ne changera rien à la fonctionnalité, mais ça veut dire qu'ils vont pousser encore plus le bouton dislike. Il va littéralement disparaître. Et le truc, c'est que quand ils ont enlevé le bouton dislike, c'est ça que, encore une fois, YouTube se tire des balles dans les pieds, selon moi. Le bouton dislike était très utile parce qu'il permettait de voir si une vidéo était mauvaise, tout simplement. Si vous regardiez un tutoriel qui avait plein de dislikes, c'est-à-dire que ce tutoriel était mauvais. Maintenant, vous ne pouvez pas le voir. La seule manière de le voir, c'est d'aller voir les commentaires. Sauf que les commentaires peuvent être supprimés par le créateur. Donc, littéralement, ils ont enlevé la seule capacité des gens de voir si une vidéo était bonne ou mauvaise. Évidemment, les gens abusaient aussi du dislike. Il y avait des gens qui allaient sur des vidéos d'un YouTuber parce qu'il avait fait quelque chose et mettaient plein de dislikes. Donc, c'était des fois pas très réaliste. Mais pour la plupart des utilisateurs, j'argumenterais que le bouton dislike était très utile. Et leur excuse, tenez-vous bien, je rappelle que l'excuse pour enlever le dislike, c'est qu'ils disaient que certains créateurs étaient démotivés de voir les dislikes sur leurs vidéos, blablabla. Bla, bla, bla. Sauf que le bouton dislike dans sa forme actuelle, qu'ils ont mis en place après avoir retiré le nombre de dislikes sur les vidéos, permettait toujours aux créateurs de voir le nombre de dislikes dans sa page de gestion YouTube. Moi, je pouvais voir le pourcentage. Il me donne un pourcentage de like, en gros. 98%. C'est-à-dire que 98% des gens ont laissé un like et 2% ont laissé un dislike. De toutes les personnes qui ont interagi avec le bouton, évidemment. Pas toutes les personnes qui ont regardé la vidéo. Mais du coup, je pouvais voir ça. Donc, l'excuse de dire «Oh, mais ça les décourage», c'est juste stupide parce que la statistique était toujours là et affichée en grand pour le créateur. Donc non, la seule raison pour laquelle ils ont enlevé le dislike, c'est juste qu'ils voulaient empêcher ce système de bashing, ce système de mettre des dislikes pour couler quelqu'un. Et surtout aussi, je pense qu'ils se disent «Ah, mais les vidéos qui ont beaucoup de dislikes, les gens vont la quitter et peut-être quitter YouTube, ils vont arrêter de regarder». Non, on veut qu'ils continuent de regarder des vidéos. Et c'est pour ça que ils ont, selon moi, enlevé aussi le bouton dislike. Ils veulent que les gens continuent de regarder. Et peu importe si la vidéo est bonne ou mauvaise, ils s'en battent les steaks. Tant que les gens regardent et regardent des pubs, du coup, ils sont contents YouTube. Donc voilà pourquoi, selon moi, ils avaient enlevé vraiment les boutons dislike. Pas pour protéger l'ego de certains YouTubeurs, parce que c'était juste stupide, parce qu'encore une fois, on voyait toujours les dislikes. Mais dans tous les cas, ils sont en train de visiblement enlever le bouton dislike. Je peux vous dire aussi que dans mon panel YouTube, ils ont enlevé très récemment ce pourcentage de like, dislike. Et à la place, ils ont mis le nombre d'argent qu'a fait la vidéo. Ok, je suppose que ça peut être utile de regarder, voir sa vidéo. Oh, elle a fait autant d'argent, nice. Je pense que le truc de dislike, like était beaucoup plus utile, mais encore une fois, peut-être que ça faisait de la peine au cœur de certaines personnes de voir ça, même s'ils pouvaient toujours installer une extension qui cachait le nombre de dislikes de toute manière. Enfin bref. Dans tous les cas, oui, selon ce que je vois là, ils sont vraiment en train de pousser à enlever le dislike. Et selon moi, de toute manière, il était déjà basiquement inutile, mais ouais, c'est juste stupide. C'était selon moi l'une des meilleures fonctionnalités de YouTube. Ce dislike permettait surtout de clairement voir si une vidéo était de qualité ou il y avait un problème avec la vidéo.
peut-être que le problème venait de la personne, mais on pouvait voir qu'il y avait un problème. Et c'était vraiment très utile. Et encore une fois, YouTube se tire des balles dans les pieds. Et voilà, c'est juste stupide. Ensuite, nous avons GoPro qui se porte pas très bien. On l'a vu avec la concurrence notamment de DJI et aussi Insta360. Les GoPro sont un petit peu tombés dans l'oubli. Il y a encore des gens qui évidemment ne jurent que par les GoPro, mais si vous regardez les meilleures caméras pour filmer n'importe quoi, vlogger, tout ça, c'est bien souvent soit DJI ou encore une fois Insta360. GoPro est en train de tomber dans l'oubli. Et cette news vient du fait que déjà en 2024, ils avaient perdu énormément d'argent, 432 millions de dollars, ce qui est massif. Et en 2025, ils avaient perdu 93,5 millions, ce qui est une amélioration, mais c'est parce qu'ils ont coupé énormément de coûts, ce qui n'est pas forcément une bonne chose derrière pour surtout entrer en compétition avec d'autres marques. Et donc, leur situation est très mauvaise, au point même que dans les prochains 12 mois, ils pourraient être dans une situation où ils n'arrivent pas à payer leurs dettes. Ils n'ont tout simplement pas assez de cash. Le plus important pour beaucoup d'entreprises, surtout des grosses entreprises, c'est le cash flow, donc avoir toujours suffisamment de cash pour pouvoir continuer d'exister, acheter du stock, ce genre de choses. Et là, visiblement, s'ils continuent sur cette pente, ils pourraient se retrouver dans une situation où ils vont juste faire faillite, en fait. C'est assez dommage, mais le truc, c'est que, comme d'habitude, si vous n'êtes pas compétitif, vous allez vous faire remplacer par des entreprises qui font juste un bien meilleur travail, comme Insta360, DJI, qui font juste des meilleures caméras d'action et aussi des meilleures caméras de vlog et tout ça. Parce que les GoPro étaient utilisés aussi pour le vlog, notamment. Mais depuis, vous avez l'Osmo Pocket 3 qui était sorti, a été remplacé évidemment récemment par la Pocket 4. Vous avez aussi Insta360 qui a sorti leur propre Osmo Pocket, qui est la Luma Ultra. Donc, oui, le marché est plein de concurrents et GoPro a juste du mal à innover. Ils avaient aussi du mal quand les drones avaient commencé à vraiment être populaires. Ils avaient lancé leur propre drone et ils avaient dû tout simplement le retirer de la vente parce qu'il y avait des problèmes avec. Donc, juste pour vous montrer qu'ils ont juste encaissé défaite après défaite et ils se sont juste laissés au final mourir en quelque sorte selon moi. Ils ont récemment annoncé des trucs intéressants, une GoPro notamment avec un objectif interchangeable, ce qui est basiquement une caméra. Mais selon moi, il y a beaucoup de problèmes avec qui fait que les gens ne l'utiliseraient pas. Euh, Peut-être qu'ils vont se concentrer sur le marché vraiment pro, justement, GoPro, parce que dans ce genre de marché-là, ils ont toujours un avantage. Euh, mais à côté de ça, oui, le marché grand public, je dirais, vraiment monsieur tout le monde, je pense que là, ils sont totalement à la ramasse. Donc, ma foi, GoPro, c'était cool de vous connaître. Vous avez fait des très bonnes caméras par le passé, mais si vous devez faire faillite, honnêtement, je pense pas que beaucoup de gens vont pleurer. Ensuite, nous avons Windows 11 qui continue de s'améliorer. Je sais, oui, c'est assez étonnant. Il y a une mise à jour qui est sortie qui est la KB 50094126 qui va être ajoutée dans plusieurs versions de Windows 11. Donc la 24H2, donc c'est la deuxième mise à jour pour l'année 2024 et aussi la 25H2. Donc c'est pas seulement oh, vous devez avoir la 25, la 26H1 qui va arriver, donc la grosse mise à jour pour 2026. Non, vous pouvez continuer de rester sur l'ancienne version, profiter de cette mise à jour et elle va rajouter ce qu'ils appellent le Low Latency Profile CPU Boost. Et en gros, le principe de cette fonctionnalité-là, c'est que ils ont changé un petit peu la façon dont ils gèrent le processeur pour faire en sorte que le processeur puisse booster beaucoup plus haut quand vous allez lancer un programme. Et là, notamment dans cette version-là de cette mise à jour, pour le moment, ça concerne les applications Windows, tenez-en compte. Donc le menu démarrer, si vous appuyez sur le menu démarrer, le processeur va pouvoir booster pendant juste une fraction, quelques secondes grand maximum, pour pouvoir charger les éléments beaucoup plus rapidement. Et puis après, il va redescendre à un niveau de consommation plus bas. Donc, en théorie, ça va augmenter les performances. Le truc, c'est que Intel avait un petit peu des fonctionnalités comme ça. AMD aussi des fonctionnalités comme ça. Le truc, c'est que même si Intel et AMD rajoutent ce genre de fonctionnalités pour booster très rapidement le CPU, notamment Intel avait avec Speed Shift qu'ils appelaient ça, euh, si l'OS, le système d'exploitation derrière ne l'utilise pas, ça sert un peu à rien. Donc là, il semblerait que Windows se dise hey, peut-être qu'on devrait avoir ce genre de boost très agressif, mais qui diminue très rapidement aussi, parce que ça augmente la réactivité du système, en fait. Donc, ça arrive. Et à terme, pour information, ça arrivera pour toutes les applications, ou en tout cas toutes les applications importantes. Donc, ce ne sera pas juste pour les applications Windows. Donc, si vous lancez Photoshop, si vous lancez Premiere, si vous lancez un jeu ou autre chose, il va booster le processeur beaucoup plus vite pour pouvoir le lancer tout simplement plus vite aussi. Donc, à voir si ça va aider. Le problème que je vois avec cette fonctionnalité-là directement, c'est le fait que
ça va forcément augmenter la consommation d'électricité du PC. Parce que bien souvent, les processeurs sont moins efficaces au niveau énergétique à leur plus haute fréquence. Ils ont, comme beaucoup de trucs dans la vie, beaucoup de machines ou autre chose, il y a juste une plage où une machine est beaucoup plus efficace au niveau énergétique. Et les processeurs, c'est la même chose. Il y a une fréquence où juste à cette fréquence-là, c'est là où ils donnent le plus de performance par watt. Et le truc, c'est quand ils boostent à leur maximum, c'est jamais leur meilleure efficacité énergétique. C'est toujours au-dessus. Ils consomment beaucoup plus pour à peine un peu plus de performance. Donc pour les PC portables, je ne suis pas sûr que ça va améliorer les choses. Donc à voir si Microsoft aussi gère bien derrière, si ils savent que oh, un PC sur batterie, on va peut-être éviter d'utiliser cette fonctionnalité-là ou on va l'utiliser un peu plus raisonnablement, on verra bien. Mais une chose est sûre, par contre, si vous êtes sur PC fixe, si vous avez un PC gamer, par contre, là, ça va vraiment améliorer les performances. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons Google qui s'est fait taper sur les mains par une cour de justice en Allemagne qui a dit que, tout simplement, le résumé d'IA que vous avez au-dessus de la page Google, quand vous tapez n'importe quoi, vous recherchez n'importe quoi, était tout simplement mauvais par moment et que du coup Google, et c'est ça le plus important, était responsable de justement ces informations. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les entreprises qui font des IA, ils sont toujours en mode, ils ont ce petit truc, ce petit secret en mode, hey, les résultats des IA sont pas toujours corrects, vérifiez vos informations. Voilà, on se décharge toutes les responsabilités. Donc si vous suivez les recommandations de notre IA de mettre du sel dans vos yeux, c'est pas notre problème. Il y a eu vraiment des recommandations comme ça, pour information de la part de certains modèles d'IA. Et voilà, il se décharge de responsabilité en disant que ah, on ne peut pas garantir que notre modèle d'IA il dit des bonnes choses, hein. Et là, pour Google, le problème, c'est que notamment ce résumé d'IA, cet overview d'IA qu'ils mettent au-dessus de Google est bien souvent mauvais. Le truc, c'est que ça utilise, vu que c'est sur chaque recherche Google, ils utilisent un modèle qui est plus facile à faire tourner. Forcément, parce qu'il faut des bonnes performances, il faut que ce soit pas trop lourd. Et ce modèle est juste pas très bon, en fait, des fois. Vous pouvez avoir des informations qui sont très nuancées et le modèle va juste ne pas comprendre justement cette nuance. Et donc, il va donner des mauvaises informations. Et le truc, c'est comme c'est au-dessus de la page, c'est littéralement la première information que vous voyez, beaucoup de gens vont juste utiliser ça. Ils vont juste se dire, ah ben voilà, c'est ce que je cherchais. Surtout que par le passé, si vous vous souvenez, Google avait une sorte de fonctionnalité qui affichait des informations, mais c'était fait, pas fait par IA. Je ne sais plus comment c'était fait, je sais pas comment c'était fait, mais c'était des fois un petit résumé, oui, qui vous donnait quelques informations par rapport à ce que vous avez recherché. Et en général, ça, c'était bien meilleur que l'overview fait par IA. Et du coup, beaucoup de gens peut-être croient que c'est toujours la même chose et vont juste suivre les informations dans ce truc d'IA en mode oui, c'est la vérité. Et donc, cette cour de justice en Allemagne a juste dit non, vous pouvez pas continuer de faire ça, vous êtes responsable de ces informations. Si vous avez une information qui cause littéralement des problèmes à une personne, parce qu'il l'a vu dans ce résumé d'IA, vous êtes responsable. Et c'est assez massif comme on va dire, décision de justice, parce que c'est la première fois que vraiment, il me semble, si je ne m'abuse, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un pourra me le confirmer, mais il me semble que c'est la première fois, oui, que vous avez une cour de justice qui, voilà, dit à une entreprise d'IA comme ça, oui, vous êtes responsable de ce genre de résumé d'IA que vous mettez énormément en avant. Vous êtes vraiment responsable. Alors, je sais que par le passé, d'autres trucs d'IA ont déjà été jugés responsables aussi, mais là, on parle d'un. C'est pas vraiment un chatbot d'IA que les gens utilisent, c'est vraiment juste un résumé d'IA que les gens n'ont même pas demandé. Donc, c'est un petit peu différent. Mais quoi qu'il arrive, selon moi, c'est assez important que justement Google soit tenu responsable. Ensuite, nous avons Apple, évidemment, qui a eu des annonces parce qu'il y avait le WWDC, si je me souviens bien, c'est comme ça que ça s'appelle, où ils parlent plus développement au niveau de tous leurs OS. Ce qui est assez important en réalité, parce que bien souvent, vous avez des brides d'informations qui pointent vers l'arrivée de quelque chose. Et notamment, dans macOS 27, vous avez littéralement Apple qui a rajouté le support pour les écrans tactiles sur macOS. Et c'est pas parce qu'ils veulent que vous puissiez utiliser un écran tactile que vous allez acheter à part. Non, ça pointe vraiment vers le fait qu'ils vont rajouter dans leur gamme de Mac un Mac avec un écran tactile, ce qui est assez important. Et aussi, techniquement, ça veut dire aussi que
en quelque sorte, l'iPad pourrait faire tourner macOS plus facilement, même si je ne crois pas qu'ils le feront ça. Mais en réalité, oui, ils pourraient le faire, mais selon moi, ils vont pas le faire. Mais dans tous les cas, oui, ça pointe clairement vers le fait qu'un Mac arrive avec un écran tactile. Et ce Mac, ce serait le MacBook Ultra, ce qui est logique parce que si vous regardez, on a les MacBook Air, MacBook Pro. Qu'est-ce qu'il y a après Pro, Ultra, parce qu'ils le font déjà avec certaines de leurs puces, hein. Donc, ben, c'est ce qu'ils vont faire en fait. On va certainement avoir un MacBook Ultra qui aura un écran tactile, un écran OLED aussi certainement, et qui va coûter la peau des fesses. Ça c'est sûr, il va coûter très très cher. Mais voilà, Apple a enfin cédé, ils vont mettre le support du tactile sur leur Mac. Ensuite, nous avons Dell qui va enfin sortir un Dell XPS pas cher. Ils vont même le sortir pour 699 $, qui est le prix d'ailleurs d'un MacBook Neo. Donc, ils semblent vraiment vouloir concurrencer justement Apple avec le MacBook Neo. Sauf que ben, c'est aux États-Unis. En Europe, ce nouveau Dell XPS 13, qui réellement coûte aux États-Unis 699 $, va coûter la modique somme, tenez-vous bien, de 1049 €. Alors, je sais qu'aux États-Unis, ils n'ont pas les taxes inclus dans le prix, mais même si vous rajoutez des taxes, vous n'arrivez pas à 1049 €. C'est juste pas possible. Donc, je ne sais pas ce que fait Dell. Je ne sais pas quel genre de substance ils prennent ou autre chose. Mais il y a clairement un problème, en fait. Je ne comprends pas. Donc, le truc, c'est que cet ordinateur à 1049 €, c'est le Dell XPS 13 de base, qui est fait pour concurrencer le MacBook Neo. Donc, ce modèle de base, encore une fois, a, tenez-vous bien, 8 Go de RAM. Et il a aussi un des nouveaux Core Ultra, enfin pas Core Ultra, il a un des nouveaux Core de 300 qui est basé sur Wildcat et qui est d'ailleurs le Intel Core 5 320 avec 6 cœurs. C'est pas un mauvais processeur si vous l'avez dans un ordi portable à 600 €. Si vous l'avez dans un ordi portable à 1000 €, c'est une honte. Parce que le truc, c'est qu'à 1000 € en Europe, vous avez le MacBook Air qui est infiniment meilleur que ça et qui est meilleur aussi que évidemment le MacBook Neo. Donc c'est juste complètement stupide. Alors évidemment, les prix d'upgrade sont plus raisonnables que Apple. Si vous rajoutez en réalité 150 €, c'est cher. Vous avez 16 Go de RAM, mais toujours la même quantité de stockage. Donc ma foi, voilà, toujours le même processeur aussi. En réalité, c'est très très cher, même avec le prix de la RAM et tout ça. C'est juste pas justifié selon moi. L'ordinateur en tant que tel est vraiment meilleur que le MacBook Neo. C'est juste que le prix est très mauvais. Notamment, il a un écran 2,5K qui peut même avoir l'option tactile. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous avez ce Core 5 320, encore une fois, qui se débrouille plutôt bien. Vous avez une plus grosse batterie, vous avez le support de Wi-Fi 7. Sur le papier, c'est une meilleure machine que le MacBook Neo. Et il a même du 120 Hz d'ailleurs. Mais le truc, c'est qu'à 1049 €, il y a juste, c'est juste useless en fait. C'est juste très stupide. Donc je sais pas ce qui est passé par la tête de Dell. Genre, si vous ne pouvez pas le sortir en Europe à un prix qui concurrence le MacBook Neo, ne le sortez pas. Utilisez, continuez de vendre des Dell Latitude, des Dell Precision. Vendez toujours les autres qui sont moins chers, qui ont peut-être, oui, un châssis en plastique, mais qui sont moins chers. Parce que ça, c'est juste. Ça sert à rien en fait. Il y a des gens qui vont certainement l'acheter, mais selon moi, vous ne devriez pas du tout l'acheter. Parce que il est censé concurrencer le MacBook Neo, mais au final, son vrai concurrence avec le MacBook Air. Et le MacBook Air, je le pense, franchement, à ce prix-là, est juste bien meilleur. Vous pouvez avoir des MacBook Air en dessous de 1000 € qui ont 16 Go de RAM, 512 Go de stockage. Donc, la même chose que ce Dell XPS 13 à plus de 1100 €. Et ben, vous êtes en dessous de 1000 €. Et vous avez toujours les avantages. Encore une fois, le problème, c'est que vous pouvez avoir la meilleure machine possible. C'est Windows le problème, surtout pour les ordi portables. Sur un PC fixe encore, Windows est performant, il se débrouille parce que vous en fichez de la consommation électrique. Mais sur un PC portable, Windows est juste inférieur à justement macOS en termes d'efficacité énergétique ou même Linux. Et c'est ça le problème de Windows. Et vous pouvez sortir le meilleur PC portable. Si Windows n'est pas fixé derrière, bah, vous aurez toujours les mêmes problèmes. Windows, enfin, Microsoft est en train de fixer les problèmes évidemment, mais ça va prendre du temps et on ne sait même pas s'ils vont y arriver aussi. Donc tenez-en compte. Mais dans tous les cas, ouais, ce Dell XPS 13, selon moi, en Europe est juste mort et enterré à sa sortie parce que personne ne devra acheter ça. Après, tenez compte évidemment qu'il y a d'autres fabricants qui vont être plus raisonnables au niveau prix. Je l'espère en tout cas. Il y a d'autres modèles, d'autres marques qui doivent sortir à un prix proche du MacBook Neo avec justement ces nouveaux Core 300 basés sur Wildcat. Et ça, ce serait intéressant. Mais en tout cas, l'option Dell, oui,
juste à éviter. Ensuite, nous avons Valve qui a confirmé que la Steam Machine et aussi le Steam Frame vont arriver pour cet été. Et c'est sûrement une très bonne news parce que la Steam Machine, selon moi, va faire encore plus avancer Linux au niveau du gaming, mais aussi au niveau de normaliser Linux auprès de tout le monde. Le Steam Deck a fait beaucoup de travail là-dessus. Il a permis aux gens de montrer que oui, vous pouvez jouer sur Linux et ça marche plutôt bien et vous avez une très bonne console derrière. Et maintenant, la Steam Machine va continuer d'accélérer ça. Et même si vous n'êtes pas intéressé par acheter une Steam Machine, le truc c'est que Valve avait fait la dernière version de SteamOS jusqu'à maintenant était faite pour le Steam Deck. Et le Steam Deck est une console portable. Donc, si vous le mettez sur un PC fixe, un peu bancal, il y a des trucs, notamment, il y a des limitations. Même, l'OS est fait pour optimiser la consommation d'électricité. Et donc, si vous le mettez sur une machine fixe, ça peut vraiment poser des problèmes. Avec la dernière version de SteamOS, qui d'ailleurs est la version, je ne sais plus comment, c'est 3.838, je ne sais plus quoi. Elle supporte la Steam Machine, donc c'est confirmé. Et donc, la Steam Machine, c'est un PC fixe. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la consommation électrique. Donc, cette version de SteamOS qui va arriver va être bien meilleure pour mettre sur un PC fixe normal, en fait. Donc, ça ne m'étonnerait pas que beaucoup de gens vont juste prendre cette version de SteamOS, la mettre sur un PC qui a des specs similaires, je dis bien similaires à la Steam Machine, donc processeur AMD, carte graphique AMD, mais peut-être une version beaucoup plus évidemment véloce, peut-être un dernier Ryzen 9000 et une 9070 XT. Et derrière, ils auront toujours une très bonne expérience et surtout une expérience digne de la Steam Machine. Donc ça va être très intéressant. Je sais qu'il y a des distributions Linux qui ont repris des éléments de SteamOS pour le remettre sur leur distribution, mais c'est pas exactement la même chose. Et je sais aussi que techniquement, Valve ne supporte pas d'autres machines à côté de ça. Ils doivent rajouter le support officiellement par eux-mêmes, mais je pense que c'est une étape. C'est le plan à long terme, je pense, de Valve ici. C'est qu'ils ont fait une très bonne console portable dans un marché où les consoles portables étaient un peu mais. Ils vont faire maintenant un PC qui est au final plus une console que vous mettez à côté de votre TV, parce que c'est le but de cette Steam Machine. Et puis après, en faisant ça, ils construisent un écosystème, ils construisent SteamOS pour qu'ils puissent le sortir et que les gens puissent l'installer sur leur PC comme ça. Parce qu'il y a une version SteamOS que vous pouvez installer sur votre PC qui est officielle, mais c'est une ancienne version qui date de très longtemps. Donc là, je pense que Valve est justement en train de préparer le fait de juste sortir SteamOS pour n'importe quel PC. Et la Steam Machine est juste une de ces étapes pour en arriver là. Et donc, quand ça va être le cas, ça va être une très bonne chose parce que vous pourrez facilement installer SteamOS sur votre PC. Et normalement, tant que vous avez du hardware qui est plutôt bien supporté, encore une fois, graphique AMD notamment, l'expérience sera très bonne. Et l'expérience est déjà très bonne sur certaines distributions Linux. Par exemple, je teste pas mal Bazzite en ce moment et je vais passer sur Bazzite officiellement. Je suis en train de faire ma vidéo. Mais voilà, SteamOS est encore meilleur. Et avec le support de Valve derrière, c'est juste bien meilleur. Donc, vraiment impatient de voir ça. Et d'ailleurs, une petite news très rapide, c'est le fait que vous avez des modèles de review de la Steam Machine qui sont apparemment en train d'être envoyés à des reviewers. Personnellement, je n'ai pas de j'ai pas de contact en réalité avec Valve, donc je devrais peut-être les contacter pour essayer d'avoir un modèle de review, ce serait intéressant. Mais dans tous les cas, oui, ils sont en train d'envoyer des modèles de review qui permettront de justement faire les tests. Et du coup, s'il y a des modèles de review qui arrivent, c'est-à-dire que la sortie aussi arrive. Donc une autre confirmation que la Steam Machine arrive très bien. Ensuite, nous avons Nintendo qui a confirmé qu'ils vont faire une révision de la version européenne de la Switch 2 pour avoir, oui, tenez-vous bien, une batterie qui est facilement remplaçable. Parce que jusqu'à maintenant, sur toutes les Switch, en réalité, la batterie, vous pouvez la remplacer. C'est pas qu'elle est impossible à accéder, mais on va être honnête, c'est pas le truc le plus facile pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas beaucoup. Là, le but de cette révision, c'est de faire en sorte que la batterie soit facilement remplaçable et respecte la législation européenne, je vous rappelle, qui arrive, c'est cette législation-là d'ailleurs, donc la 2023-1542, qui va prendre effet le 18 février 2027 et qui dit que ce genre d'appareil, notamment la Switch, doivent avoir une batterie qui est facilement remplaçable. Et qu'est-ce qu'ils entendent encore une fois par facilement remplaçable? C'est-à-dire que vous pouvez juste utiliser un tournevis classique Philips, donc en croix, et vous pouvez accéder à la batterie. Elle n'est pas collée en place et vous pouvez la démonter facilement. Donc vous n'allez pas avoir une batterie qui se remplace comme les anciens téléphones, hein, que vous pouvez juste enlever le capot puis juste enlever la batterie. Non, ce sera un peu plus compliqué que ça, mais ce sera beaucoup plus facile que ça l'est à l'heure actuelle. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est quand même un petit peu embêtant de changer la batterie. Donc, une très bonne news parce que ça va permettre de remplacer la batterie facilement. Et sur une console qui est faite pour être portable,
c'est un des éléments qui s'use le plus vite. Surtout avec les cycles de chargement, déchargement sur une console fait pour le jeu vidéo. Vous allez faire beaucoup de cycles de chargement, déchargement. La batterie va se dégrader très rapidement. Pouvoir la changer facilement vous-même sans aller dans un magasin ou autre chose, très bonne chose. Donc là, franchement, je suis personnellement content de voir cette news arriver. Mais c'est voilà, c'est pas Nintendo qui nous grâce de cette nouvelle fonctionnalité en mode tenez, on veut rendre la Switch de meilleure. Non, c'est une législation européenne qui les a poussés à faire ça. Tenez-en compte, hein. Et le truc, c'est qu'apparemment, oui, ce sera seulement en Europe, ce modèle-là, ce qui est assez étonnant. Vous pourriez vous dire pourquoi pas juste réviser le modèle global et juste donner cette fonctionnalité à tout le monde? Mais apparemment, c'est pas le cas. Mais au moins, si vous êtes en Europe, vous aurez la possibilité de remplacer facilement la batterie. D'ailleurs, une petite news assez marrante par rapport à ça, c'est au niveau de la bataille juridique de Nintendo face aux développeurs de Palworld. Si vous ne savez pas, évidemment, Palworld est un jeu qui ressemble sur certains points à Pokémon, on va être très honnête. Et du coup, quand Nintendo a vu ça, forcément, ils ont attaqué en justice, parce qu'ils ont toujours attaqué en justice n'importe quel jeu qui avait un semblant de Pokémon pour éviter qu'un clone de Pokémon existe, ou surtout que Pokémon ces derniers temps, les derniers Pokémon ne sont pas les meilleurs. Donc, quand vous avez un vide qui est créé dans le marché, notamment vous aviez le cas avec SimCity par exemple, ben, vous allez avoir un autre développeur qui va arriver, il va faire une meilleure version, et puis l'original va juste disparaître. Donc, pour éviter ça, ils ont toujours attaqué en justice n'importe quel jeu qui ressemble à Pokémon. Et aucun développeur n'a osé s'approcher d'un jeu qui ressemble à Pokémon à cause de ça aussi, ce qui est seulement assez dommage. Du coup, Palworld, qui est d'ailleurs basé au Japon, donc ils ont vraiment des couilles parce que Nintendo est aussi basé au Japon et les lois de protection de copyright et tout ça au Japon sont très strictes. Donc, ils ont vraiment des balls d'avoir fait ça alors qu'ils sont au Japon. Mais dans tous les cas, ils ont sorti Palworld. Nintendo a attaqué la justice. Et le gros de la justification de Nintendo pour bannir Palworld vient sur deux brevets. Le premier brevet, c'est le fait d'avoir un monstre littéralement dans une Pokéball, dans un objet, et de le libérer pour aller en bataille. Donc ça, oui, ça ressemble énormément à Pokémon. Palworld avait un système similaire. Le deuxième, par contre, c'est moi assez stupide. Ils ont un brevet sur le fait de chevaucher un animal pour se déplacer dans le monde. Genre dans les airs, voler avec un animal. Il y a plein de jeux qui ont ça. Mais apparemment, Nintendo a un brevet, en tout cas au Japon. Et donc, ils avaient attaqué. C'était le deuxième truc où ils avaient dit ok, ça, Palworld nous copie, on les attaque pour ça. Sauf que depuis, Palworld, les développeurs de Palworld ont tout simplement enlevé ces deux fonctionnalités. Ça fait même des mois et des années. Les utilisateurs de Palworld n'étaient pas très contents, mais derrière, ça a permis de faire en sorte que la version actuelle de Palworld, et la version 1.0 arrive très bientôt aussi, n'ont littéralement aucun des brevets que s'appuie Nintendo pour les attaquer en justice. Donc, ça veut dire que Nintendo va peut-être gagner, oui, mais tout ce qu'ils vont gagner, c'est de faire interdire une version de Palworld qui n'existe littéralement plus, en fait. Donc, en gros, ils ont perdu, en quelque sorte. Et Palworld, derrière, va pouvoir sortir en version 1.0 et avoir totalement des systèmes qui ressemblent toujours à Pokémon. Donc, ma foi, ça vous montre juste seulement, encore une fois, à quel point Nintendo est une entreprise voilà, que je ne respecte pas, parce que c'est vraiment des requins. Euh, il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait par le passé qui sont très mauvais. Et là, honnêtement, oui, ma foi, tant pis pour eux. Et tant mieux pour Palworld derrière. Même s'ils ont dû enlever certains systèmes, ce qui rend le jeu peut-être un peu moins bien, derrière, ils vont clairement gagner. Ensuite, on a des news au niveau carte graphique, avec des nouvelles cartes graphiques qui vont sortir pour pas trop cher. Et c'est évidemment les RTX 3060 et 3050. On avait déjà parlé par le passé qu'elles étaient en train de revenir. Et là, vous avez justement Manly qui a lancé de nouvelles RTX 3060 et 3050. Donc, elles sont en train de revenir sur le marché. Vous allez certainement pas avoir une news de Nvidia en mode oui, on relance la 3060. Ça va être certainement très discret en mode certains constructeurs relancent la production de certains modèles ou font des nouveaux modèles et puis ce modèle se retrouve vendu sur le marché. Et c'est certainement le cas avec justement cette 3060 et cette 3050 de chez Manly. Alors, la 3060, au niveau des specs, c'est la bonne 3060 apparemment, parce que c'est la version 12 Go, donc ça c'est cool. C'est la meilleure version de la 3060, parce qu'il existe une version 8 Go qui a pas juste moins de RAM, elle a aussi d'autres spécifications, notamment le nombre de coups d'accord qui est un peu réduit, donc tenez-en compte. C'est vraiment une version inférieure de la 3060. Là, apparemment, ce serait la bonne version. Et par contre, la 3050, oui, juste à éviter selon moi, parce que c'est la version... Il n'y a jamais eu de bonne version de la 3050. C'est une version 6 Go ici. Voilà, c'est un peu de l'e-waste en gros. J'éviterai. Le seul avantage, c'est qu'elle fonctionne en dessous de 75 watts, donc vous pouvez la mettre dans un système sans rajouter un connecteur d'alimentation. Ce qui peut avoir ses avantages, évidemment, mais voilà.
Il y a peut-être d'autres options. Vous avez notamment la Arc A380 qui serait certainement pas très loin, qui a un format aussi très similaire. Mais dans tous les cas, la 3060 est certainement la plus intéressante. Évidemment, ça dépendra du prix aussi. Si elle sort à 200 euros, 250 grand maximum, même vraiment grand maximum, ok, pourquoi pas. Mais si elle est à 300 euros, non, juste évitez, juste passez votre chemin. Ensuite, on en arrive à la partie recyclage de ce Texamash aussi, même si techniquement la 3060 et la 3050 c'était aussi une partie recyclage, mais là c'est vraiment du recyclage, vous allez le voir, parce que AMD n'a pas vraiment fait une annonce, mais ils ont relancé un nouveau processeur ou plusieurs nouveaux processeurs. Vous avez notamment le Ryzen 4700 LE qui est basé sur des cœurs Zen 2. Il y a aussi, tenez-vous bien, deux Ryzen 3000U, donc pour PC portable. Et vous avez notamment le Ryzen 3 3100U et le Ryzen 5 3501U. Et alors le 3501U, ok, pourquoi pas, 4 cœurs 8 threads, basé sur Zen+, donc là ça date vraiment. C'est très vieux, même s'il y a un 3000 dans le nom, c'est basiquement un Ryzen 2000 le truc, donc très très vieux. Mais par contre, le Ryzen 3100U, regardez ça, 2 cœurs, 2 threads, une fréquence de base d'1,9 GHz avec un boost maximum de 3,2 GHz, c'est de l'e-waste. Le truc, c'est de l'e-waste, c'est useless ce truc-là. Alors, on ne sait pas pour qui ça va être, mais s'il y a des PC portables qui sortent avec ça, juste courez dans l'autre direction parce que ça va être misérable comme PC portable. Peut-être que leur but c'est de sortir plus pour des plateformes professionnelles, le mettre dans des mini PC, ce genre de choses. Ok, pourquoi pas. Des mini PC très basse consommation, même si, tenez en compte, même s'il n'est pas très performant, ça utilise une tellement vieille architecture qui est gravée en 12 nanomètres d'ailleurs. Donc c'est juste pour vous montrer à quel point elle est vieille. C'est du 12 nanomètres. Et le TDP est quand même de 12 à 35 watts. Donc ça consomme au final autant qu'un processeur moderne. Ça consomme autant qu'un Ryzen Z1 Extreme en ayant 4 fois moins de cœur et plus que 4 fois moins de performance. Ça, c'est sûr. Donc, comme je le dis, c'est vraiment de l'e-waste. C'est du pur recyclage. Donc, j'espère vraiment qu'il n'y a pas un PC portable qui va sortir avec ça. Et à côté de ça, vous avez aussi Intel qui fait du recyclage. Du recyclage déjà un peu plus raisonnable, je suppose. Il ne sort pas un processeur de cœur. Mais les corps Intel 14000 qui était basé sur Raptor Lake, si vous vous souvenez, vont ressortir sous une autre forme. Et du coup, ce sera Raptor Lake Next. Donc, ce sera un recyclage littéralement de Raptor Lake, qui était déjà, on peut le dire, un peu un recyclage des Core Intel 13000, qui étaient eux aussi une version améliorée des Core Intel 12000. Voilà, ils étaient très similaires l'un à l'autre, on va être honnête là-dessus. Et du coup, ces nouveaux processeurs vont apparaître dans la série des Core 200. Donc oui, ce ne sera pas des 14 000 autres choses. Et c'est ça que ça va induire en erreur un petit peu le consommateur. Mais vous allez avoir des Core 200 qui, du coup, seront basés sur cette architecture. Le seul avantage, et je pense que c'est pour ça qu'ils vont les sortir, c'est qu'ils supporteront la DDR5, mais surtout la DDR4. Donc ça permettra aux gens d'avoir tout simplement un PC pour moins cher. Et les Core Intel de 14e génération, en réalité, ils se débrouillent encore assez bien, même en 2026. C'est pas forcément ce que je recommanderais, mais si vous avez un budget serré et si ces processeurs coûtent vraiment pas cher, ok, pourquoi pas. Mais oui, si par contre ils coûtent aussi cher que d'autres processeurs bien plus modernes, ce serait assez honteux en fait. Et puis on a Noctua qui a enfin sorti leur refroidissement liquide, qui sera le NLLC1 EIO, qui existera en 240 mm, 360 mm et même 420 mm. Et du coup, c'est un refroidissement liquide, comme vous pouvez voir, avec des ventilateurs Noctua qui sont toujours beige et brun. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi la version beige et brun. Ils auraient pu choisir la version noire, qui aurait été bien plus sympathique. C'est Noctua. Ils ont toujours cette façon de faire les choses. Je suis sûr, dans un futur proche, ils vont sortir une version avec les ventilateurs noirs. C'est sûr et certain, qui coûtera plus cher, évidemment. Mais dans tous les cas, c'est la première version qui est sortie. Et comme vous pouvez voir, vous avez un waterblock où vous pouvez mettre un petit ventilateur pour refroidir les VRM. Ça, c'est seulement une bonne fonctionnalité. Pas de problème avec ça. Et en plus, c'est des ventilateurs Noctua, donc ils vont être très silencieux. Et par contre, oui, le look, ce look noir, c'est ça que je comprends pas. Si vous aimez bien votre design beige et brun, allez à fond, peut-être avec le refroidissement aussi. Mais non, le refroidissement est basiquement neutre. Il est noir au niveau couleur. Ça s'intègre à beaucoup de PC. Et puis les ventilateurs derrière, pas du tout. Donc je comprends pas trop le choix, mais voilà. Dans tous les cas, il y aura certainement une version noire très prochainement. Et du coup, vous allez me dire, quelles sont les performances? C'est le plus important. Surtout que c'est Noctua. Noctua est connu pour très bonne performance et surtout un niveau de bruit
très bas. Donc on a un test qui est sorti ici d'Hardware Canucks et ils l'ont comparé à d'autres refroidissements, notamment sur des plateformes AMD, mais aussi des plateformes Intel. Et alors, tenez compte, je vais vous montrer ici des résultats avec les ventilateurs normalisés au niveau brique. Ça veut dire qu'ils ont fait en sorte que tous les ventilateurs, tous les refroidissements tournent à une certaine vitesse. C'est une vitesse différente selon chaque refroidissement, mais ils font toujours le même niveau de bruit chacun. Et c'est 32 dB, 32 décibels. Et à ce niveau de bruit-là, le refroidissement de chez Noctua était juste meilleur que toutes les autres options. Juste, ça dépassait tout. Comme vous pouvez voir là, la version 360 mm notamment fait bien meilleur que tout. Mais c'est en utilisant un niveau de bruit normalisé pour tous les refroidissements. Évidemment, si vous permettez à d'autres refroidissements de monter beaucoup plus haut et faire beaucoup plus de bruit, ils vont s'améliorer au niveau performance. Mais ça montre juste à quel point Noctua maîtrise justement le fait d'avoir des très bonnes performances avec un niveau de bruit très maîtrisé. Et ça, c'est quand même assez notable. Et ils ont aussi comparé, selon moi, c'est très important sur les plateformes Intel et même aussi sur les plateformes Intel. Encore une fois, ils ont parmi les meilleures performances. Même si là, la version 240 mm est un petit peu en retrait par rapport à la plateforme AMD. Donc, oui, ça va être le meilleur refroidissement que vous pouvez acheter au niveau refroidissement liquide qui vous donnera les meilleures performances tout en gardant un niveau de bruit très bas. Est-ce que c'est celui que vous devriez acheter? Pas forcément, parce que le prix annoncé est à au-dessus de 200 euros. Donc, il va coûter très cher. À ce prix-là, le truc, c'est que vous pouvez prendre un refroidissement liquide moins cher qui, oui, peut-être va faire un peu plus de bruit, mais vous pouvez mettre les ventilateurs un peu plus bas et ce sera raisonnable. Vous pourriez même avoir un refroidissement liquide. Et c'est aussi un point important, tenez-en compte. Les refroidissements liquides, selon moi, leur avantage, c'est que vous pouvez réguler la vitesse des ventilateurs selon la température du liquide. Là, c'est toujours un refroidissement liquide non intelligent. C'est-à-dire que la vitesse des ventilateurs est régulée selon la température du CPU. Et même s'il est très silencieux, les CPU, le problème, c'est que des fois, d'un coup, ils montent à 70 degrés, puis ils redescendent, et puis ils remontent, ils redescendent selon leur boost. Et ça veut dire que les ventilateurs vont faire donc ils montent hyper haut et puis ils redescendent. C'est des ventilateurs Noctua, donc vous n'allez pas trop les entendre, bonne chose, mais vous n'avez pas cet avantage des refroidissements liquides qui est selon moi très important. Et le truc, c'est que si vous ne l'avez pas sur un refroidissement liquide qui coûte 60 euros, pas vraiment un problème. Vous n'avez payé pas cher pour un refroidissement qui n'est pas intelligent. OK. Mais quand vous payez plus de 200 euros et que vous n'avez pas cet avantage très important, c'est un petit peu dommage quand même. Donc une version intelligente serait encore mieux en fait. Une version intelligente permettrait d'avoir vraiment l'avantage d'un refroidissement liquide. Donc peut-être un produit qui sortiront dans le futur, mais ça requiert d'avoir un logiciel et là, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Ça requiert d'avoir une équipe de développement et tout ça. Et je pense pas que Noctua a une équipe de développement pour faire des logiciels. Donc, ouais. Et enfin, une petite dernière news très rapide sur l'HDMI 2.2 qui arrivera en 2027 et qui doublerait la vitesse de l'HDMI 2.1. Donc je vous rappelle que l'HDMI 2.1 était limité à 48 Gbps et là on passerait à 96 Gbps qui est littéralement le double. Et donc ça permettrait de faire de la 12K à 120 Hz ou de la 16K à 60 Hz, je ne sais pas qui s'amusera à faire ça, ou si vous n'utilisez pas de compression, parce que là c'est utilisé de la compression, sans compression vous pourriez faire de la 8K à 60 Hz, donc aucune compression, et de la 4K évidemment à 240 Hz. Donc jusqu'à même 10 bits de couleur ou même 12 bits de couleur. Le truc c'est que selon moi, avoir un peu de compression, la plupart des gens ne le verront pas. Et ça permet derrière d'avoir déjà des très bonnes résolutions. Vous pouvez déjà faire sur de la HDMI 2.1 du 4K 240 Hz. C'est juste que ça utilise la compression pour ça. Mais la plupart des gens ne le verront pas. Mais évidemment, ça fait pas de mal de ne pas devoir compresser. Donc, une amélioration au niveau du câble ne fera pas de mal aussi. Après, vous avez le DisplayPort 2.2. C'était le 2.2 2.1, je ne sais même plus en vrai, qui existe et qui lui a des vitesses de 80 Gbps qui permettent déjà de faire du 4K à 240 Hz sans compression, en tout cas en 10 bits. Donc voilà, le truc c'est que j'ai jamais été un grand fan de l'HDMI parce que l'HDMI coûte de l'argent littéralement. L'HDMI, toutes les entreprises qui utilisent l'HDMI, même pour mettre le logo HDMI, vous devez payer une licence. C'est-à-dire que vous, le consommateur, vous payez pour cette norme qui, oui, ok, est pratique parce que tout le monde l'utilise, mais à ce moment-là, le DisplayPort qui, lui, est gratuit, tout le monde l'utilise aussi. C'est juste que on est coincé, le DisplayPort est juste coincé au niveau des marchés PC, et puis toutes les TV utilisent le HDMI. Donc avoir de DisplayPort sur les TV, ce serait incroyable, mais ça n'arrivera jamais, on le sait très bien. Donc là, ma foi, ça va être une amélioration parce que l'HDMI 2.1 commence à limiter en vrai. Et donc là, ça permettra de juste avoir de meilleures capacités. Mais ça va être pour les TV haut de gamme, les écrans haut de gamme et évidemment les cartes graphiques
qui sortiront en 2027, si elles sortent en 2027. On verra bien. Parce que sans carte graphique qui supporte l'HDMI 2.2, sert pas à grand chose. Sans console qui supporte l'HDMI 2.2, par exemple une PS6, sert pas à grand chose non plus d'avoir le câble. Donc c'est pour ça qu'il arrive en 2027. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Tech Samash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, laissez votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!